Dans l'actualité ce soir, chirurgie à cœur ouvert au Burkina Faso, le centre universitaire hospitalier de Tengango montre l'exemple. Ce sont des médecins de la chaîne de l'espoir qui ont pu réaliser avec succès des opérations sur des enfants et adolescents cardiopathes, des opérations qui s'étendent jusqu'au 16 janvier prochain. Retour dans cette édition sur des opérations qui redonnent l'espoir à des familles qui en avaient perdu. Et puis dans cette édition, la menuiserie bois pratiquée dans les quartiers populaires de Ouagadougou comme à Paglayiri. Le quartier essaime de plusieurs ateliers qui proposent souvent de merveilles. L'activité constitue une chaîne qui va de la vente du bois à la confection des meubles et autres portes et fenêtres. Les artisans rencontrés sur place avouent se tirer d'affaires. Comment et de quelle façon? On en parle dans ce journal. Dans ce journal, le sud du Madagascar meurt de faim. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, alerte sur une crise humanitaire sur la grande île. 3 années consécutives de sécheresse a provoqué cette terrible famine. La situation est extrêmement préoccupante selon le PAM et si rien n'est fait rapidement, la situation pourrait s'aggraver dans les jours à venir. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Une première à l'hôpital de Tengango, des opérations à cœur ouvert sur des enfants, un projet de l'hôpital en partenariat avec des ONG internationales. Du 11 au 16 janvier, donc, des enfants souffrant de pathologies cardiaques seront opérés. Un nouvel espoir qui naît chez les familles qui avaient perdu tout espoir. Gérard Sommet, Oumou Cissé. Dans un passé récent, les enfants burkinabés atteints de pathologies cardiaques étaient évacués à l'extérieur pour les plus chanceux afin d'y subir une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, ces enfants auront la chance d'être opérés ici au Burkina Faso. Pour l'instant, nous avons opéré 3 enfants, 15 ans lundi, 5 ans hier et 9 ans aujourd'hui. L'intervention d'hier et d'aujourd'hui ont été très difficiles, mais je dois vous dire que j'ai eu une émotion formidable quand j'ai vu que le petit Isaac, 5 ans, a reconnu sa grand-mère et lui a serré la main et il m'a serré le petit doigt et c'était magnifique. L'intervention d'aujourd'hui a été difficile. Pourquoi ces interventions sont difficiles? Parce qu'on intervient sur des cœurs fatigués. Normalement, ces enfants devraient être opérés dans la première année. Souvent, ils sont découverts en anténatal grâce à l'échographie qui est faite sur la femme enceinte. Et souvent, nous opérons des enfants tardivement, même 9 ans, 15 ans, c'est très tard. Et le cœur, comme il pousse comme il y a des fuites, et le cœur pousse très fort et il se fatigue. Et donc, c'est des interventions qui sont un tout petit peu plus difficiles. Des interventions certes difficiles et coûteuses, mais qui au final apportent le sourire aux malades et à leurs familles. Il s'agissait sans doute pour le chef de l'État de donner un signal fort et d'exprimer à la fois sa gratitude et ses encouragements à la chaîne de l'espoir, mais également à toutes les personnes, toutes les bonnes volontés ici ou en Europe qui se sont impliqués pour que ce soit une réalité. Vu le nombre important d'enfants atteints de pathologies cardiaques, l'ONG La Chaîne de l'Espoir veut, avec l'appui du ministère de la Santé, organiser 6 à 8 missions par an. En plus, l'équipe médicale burkinabé bénéficiera d'une formation et d'un renforcement de compétences en la matière. Et avant le lancement de cette campagne, ce 12 janvier, la mission était allée chez le président du Faso pour lui faire le point de leur mission sur la mission d'opération à cœur ouvert au profit des enfants. Et donc, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui sera fait? Et c'est un pas important, estiment les autorités. Et on revient sur cette audience avec le président du Faso, avec Draman Dadja. Vous voulez de l'eau chaude? Ah oui, mais j'avais demandé tout à l'heure. Si. Une opération périlleuse, mais obligatoire pour sauver des vies. C'est la chirurgie à cœur ouvert, une première au Burkina, ici à l'hôpital Tengango. 2 patients opérés avec succès lundi. L'initiative est de l'association La Chaîne de l'Espoir. Il y a les pathologies qu'on appelle congénitales, des malformations du cœur qui sont à la naissance. En général, ces pathologies sont opérées très tôt. Ici, ce n'était pas possible. Donc, la deuxième grande cohorte de patients, ce sont les
affections acquises suite à une infection. Une infection, en général une angine et autres, et le germe se greffe sur les valves du cœur et les détruisent. Et à ce moment-là, il est indispensable d'opérer ces enfants. L'opération s'achève samedi prochain. Parmi ces hommes en blouse, il y a des médecins burkinabés aux côtés du professeur Eric et son équipe. Des spécialistes impliqués dans la mise en œuvre du programme d'appui au développement de la chirurgie cardiaque au Burkina. Donc Gérard dit d'abord qu'il a réussi avant que vous applaudissiez. Écoutez, chef. Bon, voilà, Adama vient de faire la première fermeture d'une communication interauriculaire chez une jeune fille de 14 ans. Nous avons préparé une douzaine d'enfants à opérer, souffrant de cardiopathie congénitale. C'est essentiellement la communication interauriculaire que nous avons choisi pour débuter nos missions. Mais également, il y a d'autres enfants qui souffrent de pathologies acquises. Et comme l'avait dit le président Chesson, donc cette fois-ci, nous avons choisi des cardiopathie rhumatismales. Donc c'est essentiellement donc, des affections de valves qui seront opérées à la suite de malformations congénitales. C'est un honneur de le dire parce que c'est un pas important, un pas historique que la pratique médicale a franchi au niveau du CHU Tengango. Comme on l'a indiqué, nous avons eu à pratiquer en partenariat avec les équipes de la chaîne de l'espoir, mais également l'équipe locale du CHU Tengango, la première opération à cœur ouvert. Et il faut dire également qu'il y a de la cardiologie interventionnelle qui se pratique depuis hier également au niveau du CHU. C'est un pas important, c'est un pas historique et il faut saluer le partenariat qu'il y a entre les équipes locales mais également avec les partenaires chaîne de l'espoir. Un partenariat désormais axé sur le transfert des compétences avec en perspective d'associer la chirurgie à cœur ouvert pour adultes sur place au Burkina Faso. Un pays où les maladies cardiovasculaires représentent annuellement plus de 12% du taux de mortalité. Autre actualité dans ce journal, Christophe Dabiré présente les condoléances du président du Faso, de son gouvernement et du peuple burkinabé aux autorités de la République du Tchad à la suite du décès de l'ambassadrice du Tchad au Burkina Faso. Elisabeth Kadende-Guilhem est décédée le 7 janvier dernier à Ouagadougou. Le Premier ministre était donc hier dans les locaux de l'ambassade. Il est allé saluer la mémoire d'une personne de grande valeur que la mort a arraché à l'affection de sa famille, de ses parents, mais aussi de son pays. Souleymane Sanou, Caroline Ouaré. Le Burkina Faso est profondément attristé. C'est ainsi que débute le mot de condoléances du Premier ministre à l'endroit de la représentation diplomatique du Tchad au Burkina. Dame Kadende-Guilhem Elisabeth est décédée le 7 janvier dernier alors qu'elle occupait les fonctions d'ambassadeur du Tchad au Burkina. Une circonstance qui déplace personnellement le patron de l'exécutif burkinabé. Je suis venu au nom de son Excellence Monsieur le Président du Faso, au nom du gouvernement du Burkina Faso et au nom du peuple burkinabé, présenter toutes nos condoléances au personnel de l'ambassade d'abord, parce que c'est ce personnel qui est en première ligne, et à l'ensemble du peuple tchadien, et suite à la disparition brusque de l'ambassadeur du Tchad au Burkina Faso. Nous rendons un hommage mérité à cette grande dame, parce que depuis qu'elle est arrivée au Burkina Faso en 2018, les relations entre nos deux pays se sont renforcées. Elle a contribué par la qualité de son travail à faire en sorte que les liens de coopération entre le peuple burkinabé et le peuple tchadien soient améliorés et renforcés. Aujourd'hui, nous vivons ensemble dans les mêmes conditions de lutte contre le terrorisme et sa présence a contribué à faire en sorte que les relations entre les deux chefs d'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré et le maréchal Idriss Déby, puissent se renforcer, s'améliorer dans le cadre du développement de la coopération entre nos deux pays. Pour une marque d'attention, elle est perçue à sa juste valeur. Le représentant de la délégation diplomatique du Tchad au Burkina se souvient même de tous les autres soutiens reçus du Burkina depuis le moment des problèmes de santé de la défunte. En tant que personnel de l'ambassade, en tant que Tchadien, le déplacement du Premier ministre ici dans le locaux de la représentation constitue un symbole très fort parce qu'il s'agit ici de présenter ses compassions
sa marque de sympathie et à travers lui, celles des autorités, les plus hautes autorités, en l'occurrence M. le Président de la République du Faso et le peuple burkinabé. Pour nous, cette marque de sympathie témoigne de l'effectivité des relations séculaires entre le peuple burkinabé et tchadien qui ont les mêmes similitudes, les mêmes réalités socio-économiques. Et nous allons transmettre aux plus hautes autorités du Tchad cette marque vraiment de compassion qui nous a été exprimée par les autorités burkinabées et à travers elles, par tous les peuples de ces pays qu'on appelle les pays des hommes intègres. Le Burkina Faso et la République du Tchad entretiennent des relations diplomatiques depuis le lendemain des indépendances des deux pays. Avant son poste au Burkina, la défunte a occupé plusieurs postes dans son pays comme celui de secrétaire d'État aux affaires étrangères. Le président Déby qualifie de grande perte le décès de Madame Kadé. Le Fonds Éducation sans délai en anglais, Education Cannot Wait, va investir au Burkina Faso, pays touché par une double crise sanitaire et humanitaire. La directrice du fonds est en séjour dans le pays pour 72 heures. Elle promet aller sur le terrain pour voir les interventions du programme au Burkina et voir également comment la résilience se mène sur le terrain. Déjà, elle a eu des échanges avec le ministre en charge de l'éducation, Moussa Ouedraogo. Christine Koulibaly nous résume son séjour. Crise sécuritaire, catastrophe naturelle et aujourd'hui, pandémie du Covid-19. Le système éducatif burkinabé fait face à des défis multiples et multiformes. Des défis qui interpellent au plan national et international et qui n'ont pas laissé de marbre le fonds global Education Cannot Wait, dont la directrice est ici en tête-à-tête avec le ministre en charge de l'éducation nationale. Au menu des échanges, l'intervention du fonds au Burkina et surtout la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence. Nous avons élaboré ensemble un projet pluriannuel que nous allons lancer demain d'un montant d'un peu plus de 11 millions de dollars. Mais avant cela, Education Cannot Wait a financé donc des partenaires de mise en œuvre des stratégies de résilience de notre système face aux différentes crises que nous connaissons à hauteur d'un peu plus de 9 millions. Donc nous sommes à autour de 20 millions de dollars, un peu plus de 20 millions de dollars de financement. Et donc c'est un partenaire privilégié qui est là avec nous. Un partenaire qui, en plus d'agir, porte la cause du Burkina Faso dans le concert des nations. I appeal to the wealthier countries, to the private sector. Alors nous mobilisons les Nations Unies, les OSCE ainsi que les autres partenaires à faire du Burkina Faso une priorité. C'est dans ce sens que nous avons essayé de développer, d'élaborer ce programme de 3 ans qui va mettre l'accent sur l'éducation au niveau du Burkina Faso. Et cela comporte une enveloppe de 21 millions de dollars donc, qui seront donnés au Burkina Faso. Le Burkina Faso a besoin de nos ressources pour protéger ses enfants et sécuriser l'avenir des enfants. Et Yasmine Chérif entend mettre son séjour à profit pour constater de visu l'impact de l'intervention de sa structure au Burkina Faso et surtout toucher du doigt les besoins éducatifs au pays des hommes intègres. Et puis l'Office national d'identification ONI, chargé d'établir les cartes nationales d'identité burkinabè pour les citoyens burkinabè, au rapport pour ses activités de 2020, plus de 2 millions de cartes nationales d'identité délivrées, un satisfecit pour les responsables de l'institution qui entendent s'inscrire dans la continuité, mais aussi dans une démarche de proximité avec les populations. Des antennes de l'ONI seront bientôt ouvertes à Kaya, Ouaïguya, Dédougou, mais aussi à Gawa. Amadine Larsaga. Échange direct entre les responsables de l'Office national d'identification et les acteurs chargés de la production et de la délivrance des cartes nationales d'identité burkinabè. Nouvelle année, nouveaux défis pour la nationale d'identification. Nous avons franchi le cap de plus de 2 millions de cartes nationales d'identité délivrées pour l'année 2020. Pour l'année 2021 qui démarre, nous avons voulu tout de suite donner le cap en donnant le signal à partir de la ville de Ouagadougou et la province du Kadiogo. Nous rencontrons la centaine d'agents collecteurs photographes et les agents des centres intermédiaires de données
à l'effet de révisiter nos procédures et nos manières de faire pour qu'au sortir de cette rencontre, chacun reparte avec des instructions très claires et très précises. Aristide Béré et ses collaborateurs s'inscrivent dans la continuité et entendent mettre l'accent sur la proximité, un processus déjà amorcé en 2020. Dans les jours à venir, et nous l'espérons avant la mi-février, nous allons ouvrir les antennes régionales de Kaya, de Dédougou, de Gawa et de Ouaouia. Tout cela dans le but de décongestionner les deux centres de production, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et surtout de rapprocher les services et surtout, au-delà de tout ça, de faire en sorte que les citoyens reçoivent leur carte d'identité en toute célérité. Pour la ville de Ouagadougou, l'ONU dispose d'une trentaine de sites d'enrôlement dans les 12 arrondissements. Au cours de cette rencontre, des orientations sont données pour plus de fluidité dans le traitement et pour la réduction du temps de délivrance des CNIB. Un mot d'agriculture, la ferme Burkina Sompagnim des origines pratique plusieurs cultures sur son site de Dapelgo dans l'Oubitenga. Son promoteur, le Larlenaba Tigré, a invité la presse hier pour montrer le travail qui s'y mène surtout dans la culture bio. Il compte s'investir davantage dans la culture sous serre. Visite guidée avec Hadi Sandamba. C'est une ferme agricole de 143 hectares avec plusieurs spéculations qui s'offrent aux visiteurs du jour. Tous producteurs agricoles, ils viennent s'imprégner des réalités du terrain en vue d'acquérir de nouvelles méthodes, mais aussi d'apporter leurs expertises en la matière. Après près de 10 ans d'exploitation de serre, j'ai quelque chose à partager. On va partager des expériences, on va partager les pratiques qu'on a, les semences qu'on a, et les méthodes qu'on utilise aujourd'hui pour arriver à une production maximale sur un minimum de terrain. C'est la solution qui s'offre, qui nous reste. Et c'est la solution que nous n'avons pas connue qu'il faut aujourd'hui faire la promotion parce que on sait que nos terres sont arides, on sait que nous dépendons beaucoup des pluies de saison. Or, la technique du serre nous permet d'éviter tous ces aléas-là. De la visite guidée et commentée des différentes activités, c'est la culture sous serre et le champ école d'une nouvelle variété d'oignons qui ont retenu l'attention des producteurs. Nous avons accompagné cette ferme, ils ont produit les pépinières ici. Ils ont repiqué, nous les avons accompagnés avec l'itinéraire technique et aujourd'hui vous avez pu voir les résultats qui sont là où ils ont des bulbes d'environ 600 à 700 grammes. Et les serres que j'ai vues sont des modèles à développer parce que bon, imaginez les serres que nous on a au Mali, on les a importées d'Israël, ça coûte assez cher et ce qu'il y a de bien, utiliser les matériaux locaux, utiliser la compétence africaine. Pour le Larlenaba Tigré, ce partage d'expérience avec d'autres producteurs agricoles lui permettra d'améliorer ses capacités d'action en matière de production sous serre. Nous allons faire des merveilles à travers les serres. Déjà, sans ces connaissances, ces expérimentations concertées, nous avons déjà des résultats probants. Après 4 mois, tout ce que nous produisons est vendu et quelquefois même est acheté d'avance. À l'occasion, un vibrant hommage a été rendu aux producteurs maliens à travers l'inauguration des magasins de conservation de produits agricoles. Et puis cet ouvrage qui pourra aider notre promoteur agricole à mieux cerner ses activités, recherche scientifique et progression de la culture du nibier au Burkina Faso de 1970 à 2020. Sa dédicace est intervenue ce 12 janvier à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA à Ouagadougou. C'est une coproduction de 3 auteurs, Dr Dieudonné Iboudou, Dr Benoît Joseph Batieno et Dr Jean-Baptiste Ténégré. L'ouvrage revient sur l'histoire scientifique et organisationnelle de la recherche agricole au Burkina Faso. On fait le point avec Amadou Marcelto. Recherche scientifique et progression de la culture du Niébé au Burkina Faso, c'est le titre de cet ouvrage. Cette œuvre fait l'économie de la recherche sur le Niébé au Burkina Faso et rend hommage à feu docteur Issa Drabo, l'un des pionniers dans ce domaine. Cette œuvre permet aux lecteurs, premièrement, de s'informer sur l'évolution du cadre institutionnel dans lequel les activités de recherche sur les légumineuses à graines dont les Niébé ont et sont conduites. Deuxièmement,
de comprendre les choix stratégiques et méthodologiques qui ont guidé les thématiques de recherche sur le Niébé. Et enfin, troisièmement, de faire le point des acquis de la recherche et du développement. Pour les auteurs, cet ouvrage est le fruit de 4 ans de recherche et entend apporter une touche particulière au monde agricole, notamment à la culture du Niébé. Ce qu'il faut retenir du document, c'est que le document, d'abord, comme l'a présenté un peu ici, un peu fait l'économie de la recherche de façon réelle, la recherche réelle, mais aussi rend hommage de façon un peu avec quelques façons de raconter l'histoire. Donc à ce niveau, on peut avoir toutes les informations qui concernent la culture du Niébé, les méthodes de sélection du Niébé, les méthodes de vulgarisation du Niébé, tout en ayant des parties qui vous permettent parfois de vous arrêter et de peut-être sourire un peu. Cette œuvre de 227 pages est parue aux éditions Harmattan Dakar en 2020. Elle se veut une boussole pour les générations à venir, selon les auteurs. On en vient au grand format de ce journal, la menuiserie bois pratiquée dans plusieurs quartiers populaires de Ouagadougou, comme à Paglayiri. Le quartier est sème de plusieurs ateliers qui proposent souvent des merveilles. L'activité constitue aujourd'hui une chaîne qui va de la vente du bois à la confection des meubles et autres portes et fenêtres. Les artisans rencontrés dans le quartier avouent se tirer d'affaires. Reportage avec Adama Guiti et Issa Kanana. Au quartier Paglayiri, la menuiserie semble être la chose la mieux partagée. C'est le moins que l'on puisse dire, car ici, chaque concession a son atelier. Installé dans cette cour depuis plus d'une décennie, le bois n'a plus de secret pour Amadou Nikiema. Ici, on scie, on coupe, on rabote, on pointe, on colle pour donner forme au bois. J'étais mécanicien, mais après, j'ai vu que la menuiserie m'intéressait également. Je me suis donc lancé et depuis lors, c'est devenu mon principal métier. Lui, c'est Bilal Sawadogo. La menuiserie, c'est au Sénégal qu'il l'a apprise. Depuis plus d'une dizaine d'années, c'est également ici à Paglayiri qu'il est revenu mettre son expertise au profit de sa clientèle. Pour le moment, je n'ai pas de moyens pour m'installer à mon propre compte. Je confectionne et les revendeurs viennent prendre. Ici, c'est complètement différent des autres pays. Les gens préfèrent les meubles venus de la Chine, par exemple. De la vente du matériau à la confection du meuble en passant par la tapisserie jusqu'au produit fini, le travail du bois constitue ici une chaîne de production. Pour faire un lit, comme on est beaucoup, il faut une semaine. Ici, on fait tout, du début jusqu'à la fin. C'est ici. Voilà, c'est ici seulement on fabrique. Ça ne sort même pas. Voilà. Quand ça sort, c'est fini. Voilà. Et le meuble, c'est ici à l'avenue Bassawarga qu'il est mis sur la place du marché. Parce que les prix, ça varie parce que les modèles ne sont pas les mêmes. Voilà. Par exemple, ce modèle-là, on peut vous donner à 400 000. Voilà. Il y a d'autres qui ne vaut pas ça. Il y a d'autres qu'on peut donner à 300. Voilà. Donc ça se varie. Il y a d'autres même qu'on peut gagner 3 places à 150 même. Donc ça dépend des modèles aussi. Le fauteuil là, bon, ça aussi, ça varie. Il y a pour 600, il y a pour 450. Bon, il y a plus ou moins cher que ça aussi. Si tous disent subvenir à leurs besoins grâce à la menuiserie, des difficultés, il en existe tout de même. La principale étant l'instabilité du coût de la matière première. À nos débuts, le bois se vendait entre 3 000 et 3 500 francs CFA, mais maintenant, il nous faut débourser 7 000 francs CFA. Le bois BT, par exemple, coûte 10 000 francs CFA. Le bois n'a pas de prix fixe, tout est fonction de sa provenance. Tous ici travaillent à leur propre compte et à voir notre présence, ces jeunes plaident pour plus d'accompagnement, cela dans l'optique d'organiser le secteur de la menuiserie, mais aussi assainir leur cadre de travail. Et puis en culture, focus sur un artiste et homme de culture, Fidèle Toé,
Fondateur de la troupe de danse traditionnelle Logouin de Thomas, il remporte 3 fois de suite les éditions de la Semaine nationale de la culture, SNC, qui lui consacre d'ailleurs pour la première fois artiste du peuple. Aujourd'hui, même en âge avancé, Fidèle Toé n'a pas encore renoncé à son amour pour la culture. Il continue ses travaux de recherche sur la langue et les instruments de musique sans. Bétibier Naon et Ismaël Paré sont allés à sa rencontre. Portrait. Il a pris de l'âge, mais son réflexe de danseur reste intact. C'est pas des danses, il s'en rappelle comme si c'était hier. Lui, qui dit consacrer toute sa vie à la promotion de la culture sans, est aujourd'hui fier de son parcours durant plusieurs décennies. Aujourd'hui, fonctionnaire à la retraite, Fidèle Toé, septuagénaire, n'a pas renoncé à son combat pour la valorisation de la culture. Passionné de culture, il ne tarde pas à s'engager pour la préservation du patrimoine culturel. C'est ainsi qu'est née l'idée de création de la troupe Logouin de Thomas, une troupe de danse traditionnelle. Lors des finales, les jeunes dansaient. Et les jeunes étaient là, croisaient les bras et les regardaient. Je dis, mais ça c'est très grave. Alors, je suis allé voir le commandant du cercle à l'époque, M. Saodogo Philbert. Je dis au commandant, vraiment, moi je suis intéressé par la danse. Je voudrais entraîner les jeunes de mon village à apprendre les pas de danse sans. C'est ainsi que je suis rentré dans la culture parce que je suis passionné beaucoup de la culture. Ça, c'est toute ma vie. Avec sa troupe, Fidèle Toé va émerveiller les publics au Burkina Faso et d'ailleurs. À l'air actif, des trophées à la Semaine nationale de la culture et des tournées en Europe. Quand on a créé la Semaine nationale de la culture, c'est en 90 Kourouréo que j'ai fait mon apparition avec la troupe Logouin pour compétir. Et la troupe a été lauréate l'année. Et en 94, troisième fois, j'ai décroché le trophée et la troupe a été sacrée artiste du peuple. C'est la première troupe au Burkina qui a été sacrée artiste du peuple. Et chaque année que Dieu fasse, nous étions en Europe. Après plusieurs années de gloire avec la troupe Logouin, un divorce naît entre les deux. Fidèle Toé élit domicile à Didougou. Il continue toujours le combat pour la valorisation de la culture. J'ai tout un pléthore de collecte avec moi. Tous les grands chanteurs Samo, je les avais enregistrés. Ensuite, les contes. Bon, j'ai travaillé sur la langue sans. Et quand on allait lancer l'alphabétisation au Burkina, j'étais parmi les premiers pour la Commission nationale des langues. Et c'est ainsi que j'ai fait sortir le premier livret en sang du Nord et en sang du Sud. En 2017, tout proche, il y a une dame, Madame Suzanne Platiel, qui est venue faire des recherches sur la langue. Elle a fait son doctorat. Elle a demandé à ce que je vienne en France pour faire un dictionnaire dans la langue. Ici, à son domicile, c'est tout un dispositif qui est installé pour ses travaux. Aujourd'hui, Fidèle Toé se dit fier d'être celui qui a ouvert la voie à plusieurs jeunes dans la promotion de la culture sans. Ma satisfaction morale, pour moi, ma récompense que Dieu m'a donnée, c'est que dans tous les villages du Nayala, il y a des troupes. L'objectif à atteindre, c'était ça, que les Samo reviennent encore à leur danse traditionnelle. Fidèle Toé dit être en possession de la documentation très fournie sur la culture sans. Il dit être aussi disponible à partager ses connaissances et ses archives avec toute personne intéressée. Toutefois, il invite la jeune génération à ne pas hésiter de puiser dans le terroir pour les productions artistiques. Selon lui, rien de tel d'être inspiré par sa propre culture. À l'étranger, le programme alimentaire mondial alerte sur la situation de crise humanitaire en cours dans le sud de Madagascar, où 3 années consécutives de sécheresse et la crise économique liée à la Covid-19 laisseront bientôt un tiers de la population privée de nourriture. Un chiffre qui a doublé depuis janvier 2020. Aujourd'hui, de nombreux enfants ont quitté l'école pour aider leurs parents. Regardez. Le sud de Madagascar meurt de faim. 3 années consécutives d'une terrible sécheresse provoquent une famine aiguë. Et le programme alimentaire mondial alerte sur un risque élevé de crise humanitaire.
Nous avons encore quelques feuilles à manger, dit cette vieille femme. Quand je ne peux pas aller mendier au village, je dois creuser dans le sable. Hier et aujourd'hui, je ne pouvais pas y aller. Je me sens très faible. Quand on ne trouve rien sous le sable, on boit de l'eau de mer. C'est mauvais pour notre santé, mais nous n'avons pas le choix, car sinon nous n'aurions rien dans le ventre. 1 350 000 personnes vont se trouver rapidement en situation d'insécurité alimentaire, selon le PAM. La situation à laquelle nous sommes confrontés dans le sud de Madagascar n'est pas normale. C'est très différent de toute année de crise normale et nous devons vraiment agir immédiatement. 300 000 personnes ont besoin actuellement d'un soutien pour vivre en sécurité. Les familles mangent des fruits de tamarin mélangés à de l'argile. Les enfants abandonnent l'école pour mendier. La pandémie a fait disparaître beaucoup d'emplois saisonniers qui permettaient de survivre une fois les réserves épuisées entre janvier et avril. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.